mais qui est énorme. Lâche ton appareil, bordel! Il a pris en pleine tête. Normalement, c'était moi qui devais le prendre. J'ai eu un peu de chance. Et c'est passé, il est passé là. Salut. Bonjour. Bonjour ou rebonjour parce qu'on s'était déjà vu à l'acte 17 sur Paris. Du coup, j'ai une petite question pour toi, parce que j'ai le plaisir de te revoir ici. La petite question, c'était voilà, toi qui es habitué, donc qui est reporter de guerre et qui est habitué maintenant à couvrir les événements des Gilets jaunes tous les samedis. Qu'est-ce qui aujourd'hui a motivé ton envie de venir ici à l'Assemblée des Assemblées En fait, c'est assez simple. Quand on filme, tu veux que je tienne le micro? Comme je suis, comme tu dis, reporter. Lorsqu'on filme ce mouvement des Gilets jaunes, si on travaille un petit peu dans la durée, on va se rendre compte qu'il y a en fait plein d'autres choses que les manifestations du samedi. On résume souvent les Gilets jaunes à des manifestants du samedi. En fait, il y a des événements ou des réunions, des assemblées, des discussions tous les jours, à Paris tous les jours et en province également tous les jours. Donc si on veut essayer de comprendre ce mouvement-là, essayer de saisir un petit peu sa diversité et son ampleur, il faut absolument filmer ailleurs qu'à Paris et ailleurs qu'en manifestation. Il faut aller voir les assemblées, voir les conférences, voir les débats. Et donc ici, comme c'est une journée quand même très particulière, même en ce qui concerne les assemblées, puisque c'est l'assemblée des assemblées, c'est donc un événement important sous ce point de vue-là, je suis venu pour me renseigner, apprendre, filmer et saisir ce moment particulier ici à Saint-Nazaire. On est loin de Paris quand même à Saint-Nazaire. Mais c'est d'autant plus intéressant de voir justement d'autres visages, c'est une autre ambiance et puis également d'autres enjeux. Puisque c'est pas, là, les gens sont dans un bâtiment, il pleut tout autour, il y a des centaines de personnes à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc ça permet de saisir et de s'imprégner d'autre chose que des manifestations en fait, tout simplement. Super, je te remercie. Et j'ai une autre question. Donc, à Bordeaux, samedi dernier, toute la presse locale, indépendante, professionnelle, amateur, tout le monde s'est fait littéralement agresser par les forces de l'ordre. Je voulais avoir ton avis un petit peu sur ça. Toi, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu penses de ce genre de situation quand ça arrive? Bon, la première chose, c'est que d'abord, j'étais pas à Bordeaux moi-même en tant que journaliste, si tu veux, en tant que professionnel, je n'étais pas là, donc je n'ai pas vu de mes yeux ce que tu me décris. Je peux tout à fait imaginer qu'il y ait eu peut-être des agressions beaucoup plus que d'habitude contre la presse, c'est possible. Dans le climat actuel, c'est tout à fait possible. Mais je pense que c'est très contre-productif, quelle que soit la façon dont ça se passe. J'ai par exemple un ami à Paris, moi il m'est rien arrivé à Paris, j'ai filmé la semaine dernière, notamment au Trocadéro. J'ai pas eu de problème particulier, mais j'ai un ami qui a été arrêté, on lui a pris sa carte mémoire, quelqu'un qui filme ces manifestations. Alors ce qui se passe, je pense que c'est contre-productif pour des tas de raisons, d'accord? On reproche à la presse aujourd'hui, ce que j'ai entendu auprès de cet ami-là, puis c'est pas la première fois que j'entends ça, on va leur demander leur carte de presse par exemple. Voilà, vous travaillez pour qui, vous êtes qui, etc. Sachant que dans ces manifestations, il y a toutes sortes de gens qui filment. La presse est très large aujourd'hui, pas seulement à Paris parmi les Gilets jaunes, mais dans n'importe quel événement mondial, la presse est beaucoup plus vaste que les seuls professionnels qui travaillent pour un journal. D'accord? La presse, ça recouvre une diversité de personnes. Certaines sont des personnes qui sont des amateurs, ou des semi-professionnels, ou des gens occasionnels. Mais toutes ces personnes-là, finalement, permettent de raconter le réel et si on veut, même l'actualité quelque part. Donc moi, mon regard là-dessus, c'est il faut pas rentrer dans c'est un petit peu ce que la police fait actuellement, en tout cas ce que j'ai entendu. Ils vont arrêter des journalistes ou des personnes qui sont officiellement ou en apparence des journalistes, ils vont leur demander leur carte de presse. Si tu n'as pas de carte de presse bleu, blanc, rouge, tu n'es pas journaliste, donc tu n'as pas le droit de filmer. Et à ce moment-là, ils vont interdire à ces personnes de filmer. Alors, je pense que c'est complètement, enfin moi, personnellement, complètement contre-productif, voire un peu idiot. Parce qu'en fait, d'abord, il faut savoir que le statut de la presse, tel qu'on le raconte en France, il n'est pas du tout mondial. Il n'y a pas au niveau même national ou mondial un statut de journaliste en tant que tel. Ça n'existe pas. En France, vous avez des journalistes qui ont une carte bleu, blanc, rouge, mais cette carte, elle n'est pas officielle comme une carte d'identité. Absolument pas. C'est simplement une carte qui vous permet d'avoir des abattements fiscaux et un statut spécial vis-à-vis du fisc. D'accord? Et vous avez des tas de gens qui, en fait, pour des raisons légales en France, n'ont pas comme activité principale le journalisme, ne tirent pas la majorité de leurs revenus du journalisme ou de la presse, et donc, dans le cadre français spécifique à la France, n'ont pas le droit d'avoir une carte bleu, blanc, rouge. Ça ne les empêche pas d'être journalistes. Ils sont pigistes, ils travaillent occasionnellement, etc., etc. Donc vous avez des tas de gens en France qui n'ont pas la carte bleu, blanc, rouge et qui sont d'excellents journalistes ou qui font le travail de journalistes. Donc si on rentre, si actuellement la politique, je ne sais pas si c'est le cas ou si ça va être le cas, ça va se renforcer, mais si c'est vraiment ça qui est en train de se mettre en place, dans un cadre plus large dont on entend parler depuis quelques semaines, voire quelques mois,
qui serait une sorte de contrôle de la presse. Il y aurait les bons journalistes d'un côté, ceux qu'on va soutenir avec des subventions éventuellement, et les mauvais journalistes de l'autre. Je pense ça va être totalement contre-productif et personne ne va y gagner. Et je pense que le pouvoir en place ne va pas y gagner. Il faut laisser les gens travailler. Vous voyez le monde dans lequel on est, n'importe qui peut avoir un téléphone, filmer une caméra qui coûte quelques centaines d'euros. Il faut accepter que dans ce monde-là, il y a de plus en plus de gens qui soient des témoins, d'accord, et qui justement ne laissent pas aux professionnels seulement le travail de raconter le réel. Le réel n'appartient pas plus à un média qu'à moi ou à vous, à n'importe qui en fait. Donc si vous êtes quelque part et que vous êtes témoin, vous avez combien d'histoires dans le monde ou dans des événements actuels qui sont filmés par des gens qui ne sont pas des journalistes? À ce moment-là, interdisons les Syriens de filmer leur propre guerre, interdisons les Libyens à l'époque de filmer eux-mêmes, etc. Vous voyez où ça peut mener. Donc pourquoi est-ce qu'en France, alors qu'on est un pays justement à la pointe de ces questions-là, subitement on découvrirait qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte bleu blanc rouge et qui donc seraient interdits de témoignage du réel? C'est complètement absurde, surtout dans un événement comme celui des Gilets jaunes. Donc voilà, donc je pense que si c'est ça la stratégie, j'ai pas moi forcément vu ça de façon de mes yeux actuellement, mais si c'est ça qui est en train de se mettre en place, c'est une très mauvaise idée, ça sera contre-productif. Voilà. Super, je te remercie. Alors malheureusement, il ne me reste plus que 2 minutes sur ma carte mémoire. C'est ça le problème des amateurs, hein. C'est que j'ai pas pris mon disque dur pour vider mes cartes mémoire. Mais je te remercie, Florent Marcy, pour ce témoignage. C'est toujours intéressant d'avoir ton expérience. Il te reste 2 minutes, donc j'en profite. Comme il y a 2 minutes, c'est aussi 8 minutes. C'est que dans la continuité de ce que je dis, moi j'encourage au contraire les gens à filmer. Filmez ce qui se passe avec vos téléphones, avec n'importe quoi, ce que vous voyez. Il faut que tout le monde filme, d'accord? C'est un acte citoyen et c'est un acte qui, quelque part, est bénéfique à tout le monde, d'accord? Filmez ce qui se passe, que vous soyez journaliste ou pas. Filmez les événements à votre proximité. Et vous allez tellement filmer que vous allez peut-être même devenir un super journaliste et que peut-être certains d'entre eux auront même une carte bleu blanc rouge demain ou après-demain. C'est aussi l'école de la vie que de filmer comme ça et d'apprendre ce métier-là. Je fais partie d'une génération, on n'a pas fait d'école, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai toujours appris sur le tas, et à mon avis c'est la meilleure école. Un événement comme ça doit être filmé par tous les gens qui se sentent en capacité, qui se sentent en devoir de le faire. Voilà. C'est génial, merci de nous faire part de ton expérience comme ça, et puis d'être ici aussi pour couvrir cet événement toi aussi. Et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Investir les conseils municipaux en place par les actions d'assemblée citoyenne. C'est pas tout à fait ça. C'est de dire que c'est pas pareil. Il y a des prises de parole et... Il y a juste ici, il y a 2 options en fait. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce qu'on passe par Enfermé dans un grand silence, une espèce de cercueil, on a l'impression qu'on n'existait plus. Mais du coup, cette stratégie du silence, elle est ridicule, elle se retombe très facilement contre nous. Quand un jour comme le 16 mars, les Champs-Élysées sont saccagés parce que d'un coup, c'est plus possible de dire les choses. Et surtout, on travaille sur le contexte, sécurité du pouvoir médiatique. Bien, merci. Isabelle. J'ai un œil très neuf. Voilà. Tu vas passer en dernière parce qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas beaucoup parlé. Alors pour moi, parce que si quand je prends un compte, mais si on prend pas le pouvoir, on n'y arrivera pas. Pour parler de démocratie locale, je voudrais vous appeler à réfléchir à ce que c'est qu'une municipalité. Dans la région, on a un conseil régional. Dans le département, on a un conseil départemental. Et pourquoi on n'a pas un conseil communal dans les communes? Non, c'est pas pareil. Alors la municipalité, ça vient du mot municipe. Et la municipe, c'est un statut qui a été inventé par les Romains. C'est un statut d'inféodation. Donc à partir du moment où on se pointe sur le terrain du municipalisme, on accepte l'idée d'être soumis à quelque chose de supérieur. Donc si on a à reprendre la parole au niveau des élections communales, il est évident qu'il faut qu'on bannisse totalement le mot de municipalité et revenir à la dimension communautaire et au communal. Enfin bon, c'est une fille. Voilà.
c'est un mot le municipal, c'est un mot qui nous piège. Alors, juste pour illustrer le truc, un maire, quand il fait sa campagne pour être élu, enfin avant d'être maire, quoi, il vient et il nous raconte qu'il est là pour la défense de nos intérêts. Mais à l'instant même où il devient le maire, tac, il devient le premier représentant de l'État dans la commune. Et puis après, on peut regarder dans le détail, les fonctionnaires qui sont dans la commune sont des fonctionnaires territoriaux. Alors c'est un statut un peu particulier, mais ce sont quand même des fonctionnaires au service de l'État. Comment dirais-je, donc le maire est le premier représentant de l'État dans la commune, et il n'y a pas un centime qui rentre dans la gestion de la commune sans passer, que ce soit en rentrée ou en sortie, un ticket de cantine, un ticket de bus, n'importe quoi. Tout ça, c'est contrôlé par le trésorier payeur général qui est au service de l'État. Donc dans les communes, tant qu'on a le statut de municipalité, on est dans le régime de l'inféodation. On installe un conseil de type communal qui s'implante sous la forme d'une assemblée citoyenne, qui prend du poids, qui installe un conseil communal et qui commence à glisser ça, substituer ça à l'existant. Donc pour répondre à madame, donc c'est pas l'idée de se faire chapeauter par une autorité supérieure. L'idée, c'est les Gilets jaunes, il me semble, ce qui est ressorti de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est qu'il fallait un pouvoir au plus près du peuple, au plus près des gens qui puissent décider, comme on fait nous en assemblée. Et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans le cadre actuel des institutions? C'est très difficile. On voit bien qu'on n'arrive pas à avoir prise sur plus l'échelon est élevé, moins on a prise dessus. Le seul échelon où on peut encore avoir une petite prise, c'est l'échelon communal. Alors, évidemment qu'on ne peut pas tout décider à l'échelon communal, il y a des choses qui nous échappent, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire dès le départ. Par exemple, je sais pas, n'importe quoi, l'autonomie énergétique, le logement, s'opposer à des projets qui nous sont imposés. Nous, à Commercy, on a un McDonald's. Si la mairie a dû délibérer pour mettre le terrain à disposition, s'il y avait eu une assemblée populaire, peut-être qu'elle aurait dit non, on n'en sait rien. Les gens auraient discuté, mais au moins ça aurait été l'avis du peuple, quoi. Et ça, on peut le faire au plus près des gens. Mais si on dit tout le pouvoir à l'Assemblée municipale, ça ne marche pas parce que les institutions, le préfet va dire mais non, l'Assemblée n'a aucun droit de délibérer. Donc c'est pour ça que nous on pense qu'il faut un conseil municipal pour entériner les décisions de c'est la proposition qu'on fait, pour de façon à ce que ces décisions elles soient vraiment prises et que l'Assemblée ne soit pas seulement une force de pression. Après, il ne faut pas se faire d'illusions, je termine. L'Assemblée, il y a peu de chances que nos listes soient élues si elles se présentent, et on va se transformer en force de pression, qui seront déjà de grandes choses. Mais si jamais par miracle ou par bonheur on était élu, on pourra en faire encore plus. Comme par exemple, il y a des exemples dans le monde qui ont fonctionné comme ça, voilà. Donc moi, la proposition concrète que j'ai à faire, c'est d'être présent sur les élections municipales de 2020, mais pas avec des listes municipales, pour remettre en avant la question de l'importance de la commune et d'un conseil communal. En parallèle de la... Non, pour le moment, on est dans un système hiérarchisé, pyramidal, etc. Et la municip n'a son sens que dans ce climat-là. Vous ne pouvez pas arrêter les perturbations. Là. Et le propos, c'est pas forcément de s'imaginer qu'on va d'un seul coup installer un conseil communal, mais c'est que dans la tête des gens, un maximum prennent conscience de ce que c'est qu'un statut municipal. Et que ça donne envie de se réapproprier les choses, comme tu viens de le dire, en termes, ça c'est chiant, en termes communal, quoi. Sur les listes électorales, sur la faisabilité locale, que tout le monde ne pourra pas y être dans un an. Je ne sais pas si vous avez parlé tout à l'heure de la structure. Pardon? Est-ce que quelqu'un a émis l'idée, est-ce que quelqu'un a été contre les listes électorales? C'est ce qu'on a mis, là on a dit d'abord, est-ce qu'on le fait? Après ça peut être un vote pour demain. Voilà, oui ou non, voilà la bonne question. Tout à fait. Ça c'est déjà, est-ce qu'on le fait ou pas? De quelle manière? Parce que nous on a eu des réflexions sur les failles de se présenter aux élections et de quoi il faudrait
faudra se prémunir. Ah bah, un petit peu, puisqu'on a dit que si, oui, on a dit qu'il faudrait que ça soit délimité dans le temps au niveau des élus. Il faudrait se renseigner sur ce qu'on peut faire légalement. Apparemment, on ne peut pas faire grand-chose. Ah si, Non, Ah pardon. pour se garantir de que nos élus éventuels Respectent, ne fassent pas n'importe quoi voilà, et respectent la charte qu'on a mis au départ. Mais il n'y a rien qui les empêche. Il n'y a rien qui peut nous faire révoquer un élu une fois qu'il est élu au conseil On n'a pas municipal. le cadre légal, mais nous, on avait, Ça peut être décidé. il y avait une personne qui a représenté tous ces Après, ça peut être un an d'élection par tacite reconduction. Alors eux, en fait, ils ont élu quelqu'un. On a eu la place du RIC. Alors, on n'en a pas du tout parlé, nous, Au dernier moment, et tu peux le mettre, mais nous, on n'en a pas parlé. Donc, De toute façon, je vais laisser ça dans notre synthèse à nous. ils ont été. Est-ce que vous avez parlé des Je veux outils dire, ils qui sont à la sont structurée. Il n'y a alors, pas à gérer avec quelqu'un part d'autre. fait, Comment on un questionnaire citoyen, on doit révoquer les élus? On ne peut pas. éventuellement Si par l'élu QCF. décide au cours de son mandat de changer de... Ah, tu veux dire que nous, on Se devrait garantit. gérer quelqu'un qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond pas. Non, comme quoi il ne va pas nous faire. Il garde toutes les idées, on est d'accord avec toutes les idées. Je suis persuadé qu'à moitié des élus, on appelle ça Est-ce qu'on appelle ça assemblée citoyenne ou assemblée populaire? Est-ce que c'est communal ou est-ce que c'est municipal? Donc ça, ce sont les axes de réflexion de la synthèse que je vous donne, il n'y a pas de solution apportée dans l'immédiat. Une réflexion sur son utilisation, son positionnement. Est-ce qu'on s'en sert pour infiltrer les conseils municipaux qui sont en place actuellement, donc de façon légale? Est-ce qu'on les utilise, ces assemblées citoyennes, pour faire pression sur les conseils municipaux? Ou est-ce qu'on les crée carrément en parallèle, donc en marge, et sur un modèle de désobéissance, sans prendre en compte le conseil municipal? Il y a donc du coup la remise en question du statut du maire, forcément, suivant sur quelle position on choisit. Réflexion à mener aussi sur la structuration, le fonctionnement et les outils de ces assemblées citoyennes, notamment identifier les failles et les dérives possibles, la rémunération, le temps disposé à ces assemblées, donc qui va avoir le temps et assez de temps à y consacrer, ce qui peut aussi entraîner des dérives voilà, donc réflexion sur la souveraineté également de ces assemblées citoyennes pour définir les stratégies et les décisions à prendre, et la remise en place des maisons du peuple, très importante. Est-ce que tu veux compléter? Il y avait aussi... Oui, donc à préciser qu'il y a eu 3 groupes, donc il y avait au moins 60 à 70 personnes dessus ce matin. Il y a eu aussi la question des élections, donc il y en a qui parlaient d'être intrusif, d'infiltrer. D'autres c'était plutôt sur un versant légal en se disant qu'on ne pouvait pas prendre une municipalité si c'était pas par le biais légal. Donc c'est vraiment une question qui se posait. La lutte, est-ce qu'elle était générale? Est-ce qu'on faisait des assemblées qui étaient uniquement des assemblées de lutte, ou est-ce que les assemblées de lutte qu'on avait actuellement devaient rester des assemblées de lutte et qu'en parallèle devaient naître des assemblées plus générales où il n'y aurait pas que des gilets jaunes? On a parlé aussi des outils à partir d'expériences de démocratie qui ont déjà été faites avec des questionnaires citoyens, donc ça sera reprécisé après, des outils de gouvernance partagée et des outils d'intelligence collective, donc apparemment qui existent. Je ne suis pas du tout au point dessus, donc la personne qui en a parlé pourra peut-être faire passer les liens. On se demandait si il fallait se servir des communes avant les avoir prises ou à côté, et donc il y a eu un espèce de consensus pour se dire que les assemblées ne devaient pas être oubliées une fois que les communes auraient été prises si de tel et tel cas, mais que ça devait bien continuer à exister en parallèle, qu'il fallait vraiment qu'il y ait un contrôle total sur la municipalité. Donc qu'il ne fallait pas qu'on attende que les municipalités s'occupent de tout et que les assemblées pouvaient prendre par exemple en charge le logement, je sais pas, la réappropriation de la nourriture, etc. Et voilà. Bonjour, alors juste je vais continuer sur les élections municipales parce qu'il y avait des confusions au départ dans ce qu'on disait sur l'éventualité de se présenter. C'était plutôt de présenter des assemblées qui présenteraient l'éventualité sur une liste municipale d'appliquer juste les décisions que prendraient les assemblées citoyennes au niveau municipal.
C'est pas du tout de présenter des listes gilets jaunes au municipal. Juste que ce soit clair. Dans les outils, donc l'histoire du questionnaire citoyen qui a été aussi diversement compris, il y en avait deux en fait, deux types. Il y avait des questionnaires citoyens de type on demande aux citoyens des consultations citoyennes en fait. Et il y avait aussi des questionnaires citoyens comme qui se passe dans l'Indre là, où c'est adressé aux maires, en sachant que c'est en ce moment, en leur demandant pour 2020, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place si vous êtes élu au niveau de démocratie participative. Et en fonction du retour des maires et de ce qu'ils sont prêts à faire, on peut aussi se servir de ça, de l'éventualité d'une liste municipale, comme un rapport de force. Voilà. C'est juste pour clarifier 2-3 trucs. Je pense que sur le reste, on était pareil. Pour clarifier, parce que j'étais dans ce groupe et ça n'apparaît pas, la municipe est un statut d'inféodation. Oui, vas-y. Attends, peut-être parce que tu connais mieux là-dessus des télécoms. La commune, elle a été instituée par la Révolution comme premier niveau de l'organisation territoriale avec un conseil communal. Et c'est sous Napoléon qu'on a installé un conseil municipal. Le conseil municipal, ça vient de municipe, un mot romain qui est qui fonde un statut d'inféodation. Les Romains, quand ils faisaient leur guerre de conquête, ils arrivaient devant les villes et ils disaient aux gens des villes, ils leur faisaient savoir par des porte-paroles, on est plus fort que vous, soit vous vous rendez tout de suite et on vous accorde le statut de municipe, soit on vous extermine. Et si on vous accorde le statut de municipe, vous nous assurez tous les ans un tribut en or et en soldats pour alimenter nos armées, et puis pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Mais vous êtes complètement inféodés. Bon, voilà, on était il y avait un consensus, en tout cas dans le groupe de lequel je faisais partie, de remplacer le municipal ou municipalisme par communalisme ou commune. Donc, remettre le mot commune à la place du mot municipalité, pour cette raison. On va donner la parole à un dernier intervenant qui a demandé la parole tout à l'heure. 30 secondes. Il avait un avis pertinent sur le sujet. Bonjour, alors je voudrais juste intervenir sur les revendications. Parce que là encore, c'est des listes qui sont sorties. Ça fait 4 à 5 mois qu'on fait que lister les revendications. À un moment, il faut qu'on voie plus haut. Il faut vraiment qu'on cherche la cause du problème. Et en fait, le problème, c'est la finance et le système dans lequel on vit. Il faut chercher comment les appliquer. C'est des deux gens qui savent faire des lois et vraiment mettre nos revendications en place et vraiment chercher le plus loin. Parce que juste faire des listes, ça suffit pas. Voilà. Je vais passer la parole à notre prof. Juste un mot. Il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent pour faire des appels, des déclarations, des infos qui sont intéressantes à partager. On n'ouvre pas la porte à ça maintenant tout de suite, mais demain après-midi, sans doute, j'espère, de ne pas me mentir en faisant cette promesse, qu'on aura peut-être moins de pression parce qu'il y aura d'autres travaux en parallèle et que du coup, tous les appels, tous les gens qui ont une info très précise à donner rapidement, vous pourrez faire ça à ce moment-là, demain après-midi. C'est le moment ? Bon bah maintenant c'est mon moment préféré, le moment où on boot les journalistes hors de la MDP. Non. C'est le bad cop, ok. Non, restez, c'est très important. On a besoin de vous. Pour le moment. Génial. Non, en fait, on a juste un invité surprise qu'on aimerait vous présenter avant de passer à la restitution des groupes actions. Invité surprise, c'est qui à la rassité ? Alors, merci de votre accueil. On est vraiment super heureux d'avoir pu être là. Merci à l'organe de nous avoir permis cette chose-là. On est des militants du GUGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes à Nantes, le groupe local du mouvement ANV COP21, Action non violente, qui s'est monté à l'occasion de la COP21. Et en fait, on est ici parce que le 4 mars dernier, on a fait une action de réquisition du portrait d'Emmanuel Macron pour dénoncer son inaction face au dérèglement climatique.
te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on est que de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on est que de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on est que de con. On vient te chercher chez toi. Je vais juste dire quelques mots. On a décroché le... Merci, le petit geste, je peux pas le faire avec les deux mains. On a décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire le 4 mars dernier. Pour laisser un grand vide. Ce grand vide, c'est le vide de la réponse politique face à l'affaire du siècle. L'attaque en justice des Français face à ce gouvernement qui ne fait rien. 2 millions de personnes ont signé cette pétition et la réponse a été nulle. Absence totale, grand vide. Ce vide, c'est aussi l'absence de réponse. Face à 21 semaines de mobilisation des Français pour la justice sociale, ça ne peut plus durer comme ça. Et donc nous avons choisi de l'inviter aujourd'hui à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. Qu'il voit comment s'exerce la vraie démocratie. Depuis le début de la campagne, le 21 février, il y a eu 23 portraits réquisitionnés partout en France. Le gouvernement a réagi par la répression face à des actions totalement non violentes. 43 activistes auditionnés, 17 perquisitions, 23 gardes à vue de militants non violents, 4 procès pour 20 activistes jusqu'à présent. Ils ont même mobilisé le bureau de lutte antiterroriste et depuis mercredi, des journalistes sont convoqués au commissariat pour des auditions, tout simplement pour avoir fait leur boulot de couvrir nos actions. La répression, c'est la seule réponse du gouvernement. Lui qui demande des actions concrètes, il devrait plutôt faire le bilan de ses propres actions. Des militants climat non violents sont en procès, en garde à vue, des gilets jaunes éborgnés, des mains arrachées, un décès. Ça suffit. Il y a du monde derrière aussi. André, Macron doit voir tout le monde. Il est temps de lui montrer que la justice climatique ne se fait pas sans justice sociale. À quoi sert la taxe carbone si elle ne permet pas la transition écologique et si elle met les gens dans la précarité encore plus qu'avant? C'est inacceptable. L'urgence climatique est clairement absente du discours du gouvernement et de ses réflexions. Le monde marin, les oiseaux, les insectes, la faune et la flore disparaissent et le gouvernement ne fait toujours rien. Nous ne voulons pas d'un monde où nos enfants ne pourront pas connaître les coquelicots, les baleines et autres animaux à part dans les livres. François de Rugy, ministre de la Transition écologique, prétend que le spectaculaire de nos actions cache le vide de nos propositions. Je voudrais vous convaincre du contraire. Nous proposons une taxe jaune et verte. Verte, parce que d'abord, elle taxera les plus pollueurs, le transport aérien, maritime, routier évidemment, et elle sera allouée exclusivement à la transition écologique. Et jaune, parce qu'elle accompagnera les plus démunis. On propose aussi l'arrêt des vols internes au profit du train, le retour du train de nuit. Nous exigeons d'en finir avec les petits et les grands projets inutiles comme celui d'Europa City, dans le triangle de Gonesse, ou alors, plus localement ici, dans la région, le Surf Park. Fini. Tant que Macron et son gouvernement ne pourront pas... Je finis. On est plus déterminés que jamais, on n'arrêtera pas tant que le gouvernement ne prend pas des mesures vraiment très intéressantes pour le climat. Et on vous invite tous, gilets jaunes, militants climat, tous les citoyens, à venir le 19 avril à Paris pour bloquer la République des pollueurs. C'est la plus grande action de désobéissance civile que la France aura jamais vue. On est
était assez nombreux dans le groupe communication, donc on a fait 2 tables, et donc comme finalement on a dit des choses sensiblement différentes, chacun fera sa restitution. Donc on s'est accordé sur le fait qu'il y a bien sûr 2 types de communication, interne et externe. Je vais commencer par vous présenter ce qu'on a dit à ma table sur la communication interne. Il y a une nécessité d'avoir différents outils, du moins au moins sur différentes échelles, au niveau national comme au niveau régional, que bien sûr ça part de la base, mais essentiellement qu'il faut différencier les outils de communication qui sont propres vraiment aux éléments de communication et les outils de communication pour les actions qui ne doivent absolument pas être en rapport l'un avec l'autre. Nous avons aussi jugé qu'il faudrait un groupe de com, une commission com de l'Assemblée des assemblées. Il faudrait aussi pour nous qu'il y ait des formations sur la sécurisation des outils de communication, leurs utilisations, et ainsi former les référents de chaque coordination, ou voir les personnes au sein de chaque coordination. Nous avons aussi soulevé la question de fédérer, centraliser ou d'interconnecter. C'est un débat qui est totalement ouvert sur nos moyens, sur les outils de communication et autres. Et bien sûr, il est essentiel pour nous de favoriser le contact oral direct, que ce soit à l'intérieur de nos coordinations, mais aussi envers l'extérieur. Je vais passer à la partie externe. Je vous avoue que je fais très vite avec tous les débats qu'on a eus. Parce qu'on estime que tous les gilets jaunes sont légitimes à la cause des gilets jaunes. À partir de ce principe-là, tout le monde peut communiquer en son nom. Mais vers l'extérieur, il faut quand même réfléchir. Donc, puisque chaque coordination, chaque localité a créé des médias ou des moyens de communiquer vers l'extérieur, nous proposons au lieu en fait d'avoir une seule plateforme commune, juste d'avoir une plateforme qui recenserait toutes ces plateformes afin de garantir la diversité des propos et des opinions au sein du mouvement des Gilets jaunes, et c'est ce qui fait notre force. Nous proposons également de mutualiser... Comment ? Oui, pardon. Nous proposons également de mutualiser les contenus et ainsi parfois leur production en fonction des régions afin de faire des économies d'échelle. Je pense par exemple à la production de tracts. C'est des choses qui peuvent se faire régionalement. Donc favoriser le contact humain comme je l'ai dit, mais favoriser sous une autre forme. On a eu notamment toute une période de débat sur parler aux autres, inclure l'art en fait, pour sensibiliser les gens à notre cause, que ce soit sur des marchés, que ce soit faire des spectacles, des chansons, des BD, etc. etc. J'ai quasiment fini. Et enfin, nous avons juste une question qui pourrait être soulevée pour la prochaine assemblée des assemblées. C'est qui est légitime pour la représentation dans les médias, sachant que porte-parole est différent de représentants. Peut-être quelques pistes, favoriser l'intelligence collective, sachant qu'il faut différencier les échelons, que ce soit au niveau des coordinations régionales ou nationales. Merci. Bonjour. Excusez-moi juste un dernier point parce que je ne lis pas. Et nous rappelons l'importance que chaque gilet jaune doit être son propre journaliste. On a parlé de création d'une commission nationale, régionale, avec droit de regard et participation de tous. Et en fait, sur le principe d'horizontalité, ça veut dire que c'est discuté d'abord dans les régions, et puis ça va, donc, par exemple, des commissions ou des AG, ça retourne dans les régions, ça réussit de sorte qu'au final, on arrive à un consensus qui rapproche tout le monde. Donc c'est dans ce sens-là, régional, c'est pas une partie des gens qui prennent la communication nationale, mais que ça soit partagé entre tout le monde pour que ça soit entendu nationalement. C'est dans ce sens-là. La deuxième chose, donc, différents moyens de communication, donc informatique, très important, il y a des spécialistes qu'il va falloir impliquer pour pas qu'on puisse... Il y a des réseaux où en fait on sait tout ce qu'on dit, etc. Donc il y a d'autres choses, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, donc il y a des apprentis qu'il va falloir qu'ils nous informent sur ça, peut-être une prochaine commission sur ça. Et puis papier aussi, et le contact humain. Il ne faut pas oublier que le contact humain pour la communication c'est très important
la tenue d'une assemblée citoyenne avec des citoyens divers, ouvrir en fait les débats pour partager avec le débat avec tout le monde. Donc là, on a des débats entre nous, et après, il faut ouvrir pour essayer de les partager avec d'autres gens, justement pour ramener des gens. Il ne suffit pas de dire « viens, c'est sympa », mais il faut convaincre. Voilà, ça c'est aussi donc centralisation des moyens de communication, cartographie, action, agenda des actions et tracts. En fait, il faut qu'il y ait une communication entre nous pour qu'on soit au courant de ce qui se fait ailleurs et qu'on puisse s'entraider. Voilà. Et dernière chose, communication avec les médias. Voilà, en fait, faut qu'on réussisse à discuter avec nous pour ne pas laisser certaines personnes parler au nom de tous les gilets jaunes, mais peut-être commencer à voir en commission comment on s'organise pour ne pas laisser la parole des gilets jaunes prise par quelques personnes qui sont choisies par les médias, mais essayer d'imposer nous-mêmes des personnes ou des organismes qui discutent. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, et puis voilà, et de favoriser l'intelligence collective. Merci beaucoup. On a différents outils de communication, informatique, papier, donc les tracts et les journaux, qu'on a vu partout. Mais là, il y a un but, un objectif d'ouvrir la communication et casser les obstacles de communication à l'échelle nationale. On voulait mettre une proposition, donc à l'issue des 2 ateliers, il me semble. Est-ce que tout le monde serait d'accord pour une centralisation à l'échelle nationale d'un outil de communication efficace qui fera des allers-retours de l'outil au régional et des remontées des régionales sur le même outil commun, avec un droit de regard. Avec un droit de regard sur la maîtrise, le contrôle de l'outil. Voilà. Merci pour votre soutien. Non, aucun groupe ne peut être prêt dans la mesure où ça va être présenté, c'est vrai que j'ai été très brève, sous forme d'un live sur la plateforme du Vrai Débat, lundi à 20h. Donc aucun groupe ne peut être prêt ici, ça c'est sûr. Mais en vous expliquant, en allant au-devant de vous, est-ce que des groupes sont, sur le principe, acceptent, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, qu'on puisse, par des assemblées, donc en faisant participer tous les citoyens gilets jaunes et non gilets jaunes, parce que c'est là le but, de réunir les gens, en écrivant nous-mêmes nos propres lois. Ça veut dire qu'après on se libère complètement des députés. Les représentants n'en sont plus là que pour nous représenter et pour faire appliquer ce que nous avons écrit. Elle est là l'idée. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée pour qu'on y adhère? Alors, je recommence. dont il n'est pas clair. Donc, sans donner de détails, je reformule le truc en question. Tout le monde a compris la question. On voit simplement. Voilà. Qui est contre? Mais même moi, j'ai pas assez compris pour reformuler. C'est une proposition, on ne peut pas l'avoir discutée avant. On n'est pas mandaté de J'ai déjà expliqué à cette dame que le site... Un peu de calme, s'il vous plaît. Le site Le Vrai Débat est une plateforme qui est décriée. Il n'est pas très clair ni sur le possesseur de cette plateforme, dont on dit qu'il a l'intention de vendre les données, les data. Par ailleurs, l'équipe qui avait monté cette structure est en conflit permanent en interne pour des raisons qui tiennent précisément aux tenants et aboutissants de cette plateforme. Donc j'invite, sur le principe, on peut être tout à fait d'accord pour être dans une recherche participative. En revanche, le support ne me paraît pas adapté. Bon, le support, c'est nous qui l'avons, notre support. Alors je me suis peut-être très mal exprimée, je suis désolée, mais ça s'est résumé sur très peu de temps. Donc nous, l'idée, c'est simplement de faire des assemblées pour créer nos propres lois. Bon, Je pense que là, en l'état, c'est pas une proposition qui est prête à être soumise au vote.
Parce qu'on n'est pas dans la mesure là de... C'est pas assez clair. Si vous êtes d'accord, peut-être qu'on peut la proposer à la prochaine assemblée. Oui. On n'a plus rien à voter. Il reste que les groupes. Appel à la mobilisation et à l'action pour la période des élections européennes. Nous, Gilets jaunes réunis lors de l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire, dénonçons le caractère antidémocratique et ultralibéral des institutions européennes. Le Parlement que nous élisons n'a même pas le pouvoir de proposer une loi. La Commission européenne décide de tout, sans aucun contrôle démocratique. Les institutions européennes sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule capitale européenne. À l'inverse du modèle actuel, les Gilets jaunes portent un modèle de démocratie directe dans lequel l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Nous avons pour principe fondateur l'autonomie des groupes de Gilets jaunes et des individus en général. C'est pourquoi nous faisons un choix de ne donner aucune consigne de vote et même de participation aux élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de listes politiques au nom de Gilets jaunes. Nous appelons les Gilets jaunes et les citoyens à faire de cette période électorale une grande période de mobilisation. Nous proposons d'organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions européennes et leur politique libérale, à tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux, par exemple carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc. Enfin, l'Assemblée des Assemblées appellera très prochainement à manifestation à Bruxelles de tous les peuples d'Europe. Nous constituons une commission des relations internationales pour co-organiser cet événement. Les modalités précises seront donc communiquées prochainement. Nous proposons à tous les peuples d'Europe de se saisir de cet appel, de le traduire dans leur propre langue ou de s'en inspirer pour faire le leur. C'est en menant une lutte coordonnée contre nos exploiteurs communs que nous jetterons les bases d'une entente fraternelle entre les peuples d'Europe et d'ailleurs. Donc du coup, on soumet cet appel à vote pour voir s'il est approuvé ou si on repart travailler. À sondage, pardon. Non, on va partir travailler de toute façon. Ok, maintenant qui s'abstient? Ok, et qui est contre? Ok, j'ai entendu. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche? Là, je vois pain prix libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche? Ben ouais, si tu veux, c'est que nous en fait on est venu faire du pain pour sortir les vêtements. Donc on a un four mobile avec des potes. Et du coup en fait on vient ici, on fait notre pain, on se rembourse les dépenses de farine, etc. Et après tout le reste des bénéfices on le reverse, du coup c'est marqué là. Il y a un tiers pour l'organisation du week-end, un tiers pour des besoins matériels pour nous et un tiers pour l'anti-répression, donc suite aux arrêtés pendant les manifs de Gilets jaunes à Rennes et tout ça. Ok, donc c'est un petit peu votre contribution au mouvement, c'est-à-dire que votre force de travail pour fabriquer ce pain, vous le mettez au service de la collectivité, en gros c'est ça, j'ai bien compris? Ouais, en gros c'est ça, et puis c'est aussi de promouvoir d'autres manières de faire du pain, parce qu'on est quand même dans un monde où c'est la boulangerie industrielle qui règne, du coup c'est du pain fait à l'arrache, par quantité complètement inhumaine, avec des intrants chimiques, etc. Et nous on le fait qu'avec de la farine biologique et qu'on achète à côté de chez nous et du levain. Et on fait tout à la main, sans machine mécanique et tout ça, avec nos 3 meubles et on se débrouille pour faire ça. Ok, du coup j'imagine que le taux de gluten qu'il y a dans votre farine est bien inférieur au taux de gluten qu'on trouve dans le commerce et qui détruit les intestins, qui détruit la santé des gens, c'est ça?
Ben, c'est déjà avec le levain, en fait, ça fait comme une prédigestion du gluten, donc effectivement c'est plus digeste et c'est aussi juste le fait que c'est de la farine bio, c'est des bons produits, ce qui fait que c'est pas du tout le levain complètement chimique et transformé, le gluten complètement chimique et transformé qu'on va trouver dans les baguettes, dans les boulangeries industrielles quoi, qui font tout à la chaîne. C'est ça, c'est du pain qui nourrit, c'est pas du pain qui détruit. Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça. C'est super, bah merci, c'est génial que vous fassiez ça. Bonne continuation. Ouais, bah vous aussi. Nous c'est la pâte mobile, voilà, si vous voulez un peu de... La pâte mobile, ben regarde, voilà. Voilà. Comme ça, les gens sont au courant. Et vous êtes gilet jaune à la base ou pas spécialement forcément? On peut se dire gilet jaune, ouais, on fait les manifs depuis un petit bout de temps, donc voilà, ouais. Je pense qu'on se reconnaît dans le mouvement quoi. Ok, vous êtes des boulangers engagés. Ouais, c'est ça, les boulangères en lutte. C'est génial, ben, c'est génial, merci beaucoup. À bientôt. Et ben à bientôt, prends soin de toi. Merci toi aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre démarche, comment ça fonctionne, tout ça? Alors, Radio Parleur, c'est un média qui est issu du mouvement Nuit Debout. Notre genèse, disons que le premier projet s'appelait Radio Debout. Et puis après la fin du mouvement Nuit Debout, il a évolué en autre chose qui est devenu Radio Parleur et qui est le média de toutes les luttes. Enfin, en tout cas, on essaye. Donc on fait du podcast, du reportage, des entretiens, des émissions. Sur les luttes sociales en France et à l'étranger, quand on peut y aller, parce que ça coûte bon bec. Donc on ne peut pas toujours y aller, mais on essaye d'être présent et présente là où les mouvements sociaux se passent. Et là, l'organisation de l'Assemblée des Assemblées nous a fait l'amitié de nous donner ce merveilleux local pour qu'on puisse faire des émissions en laissant la parole aux Gilets jaunes et aux délégations qu'ils souhaitaient, et puis en faisant aussi dialoguer des chercheurs et des chercheuses qui sont venus observer de l'intérieur et de l'extérieur ce qui se passait aujourd'hui à l'Assemblée des Assemblées. Donc aujourd'hui on a fait 2 émissions, on en a envoyé certains sur le terrain pour faire du reportage, on a fait du live tweet, du live sur notre site internet, radioparleur.net. Voilà, abonnez-vous. Mais c'est génial comme démarche. Et si on veut vous écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si vous voulez nous écouter, vous allez sur radioparleur.net et vous allez voir les articles dans lesquels sont embarqués tous les sons, tous les reportages, tous les contenus audio, ou alors vous pouvez aller directement sur des plateformes de podcast, Podcast Addict, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais iTunes, Apple Podcast, enfin toutes les plateformes de podcast qui existent, normalement on est dedans. Donc vous tapez Radio Parleur et vous nous trouvez. Voilà. Ok, super. Et donc, si j'ai bien compris, n'importe qui peut venir s'exprimer à votre radio, n'importe qui peut passer à l'antenne à n'importe quel moment, ou comment ça marche? Non, ça marche comme une émission en fait. Donc c'est nous qui réfléchissons au sujet qu'on a envie de traiter. C'est nous qui contactons les organisateurs et organisatrices de certains événements où on va en reportage sur le terrain avec des gilets jaunes qui acceptent qu'on soit là. Et voilà, c'est pas des libres antennes totales parce qu'on n'a pas de fréquence en bande FM en fait, tout simplement. Nous on est sur internet, donc on a choisi de faire des formats un peu fixes. Mais on a aussi des formats d'émissions beaucoup plus ouverts. On a le grand soir ou jamais, qu'on fait pas souvent parce que c'est un peu lourd en termes de logistique, mais c'est un plateau radio avec des experts et expertes qui viennent alimenter un peu une discussion, et le public est là, et le public participe, pose des questions, s'exprime librement, dit ce qu'il veut quoi. Et ça marche super bien parce que les gens sont hyper disciplinés en fait. Nous ça nous étonne toujours, hein, mais... Parce qu'on a eu l'habitude dans le passé, nos passés d'étudiants, de nous retrouver dans des assemblées où tout le monde se coupait la parole, c'était le bordel. Et en fait, depuis quelques temps, les mouvements sociaux font vraiment l'effort de laisser de la place à la parole de tout le monde en fait. Et nous, on le ressent vraiment dans nos émissions et on le ressent vraiment quand les gens viennent participer. En fait, ils se respectent les uns les autres. Donc c'est vachement intéressant.
D'accord, et donc j'imagine, enfin tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que c'est quand même une radio engagée. Et est-ce que tu peux nous parler de votre lutte en fait, de votre raison d'être, contre quoi vous luttez en fait avec cette radio? Journalistiquement, je dirais qu'on lutte contre un positionnement des médias assez malhonnête. Nous, on est quasiment tous et toutes des professionnels des médias. Moi, j'ai bossé longtemps pour des grandes rédactions nationales et je me suis pas reconnue du tout dans le positionnement des hiérarchies, de mes chefs, qui n'allaient jamais sur le terrain, ne parlaient jamais avec les gens, qui étaient aux prises avec une fermeture d'usine et qui disaient ah c'est bon le syndicalo là, c'est bon du syndicalo, on en a fait déjà toute la semaine. Oui, mais on s'en fiche en fait, s'il a un truc intéressant à dire, il faut juste l'écouter. Donc on essaye de proposer un point de vue loyal sur les luttes sociales, mais on est engagé pas militant. C'est-à-dire qu'on va par exemple sur certains sujets comme par exemple l'abolition de la prostitution. Nous on n'a pas d'opinion en fait, en tant que rédac. Donc on va essayer de faire discuter plein de militants et de militantes qui ont des points de vue divergents sur le sujet pour que quelque chose d'une opinion fondée puisse émerger. Mais par contre, on ne va pas choisir les militants à qui on parle parce qu'ils nous plaisent plus que d'autres. Et parfois, on donne la parole à des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord. Et d'ailleurs, dans les rédactions, on n'est pas tous d'accord. On s'engueule souvent, très très souvent même en conférence de rédaction parce que, oui, on vient tous d'univers politiques hyper différents. Certains ne sont pas du tout politisés. Donc c'est ce qui fait aussi la richesse de notre rédaction. Donc notre lutte, je dirais, c'est de couvrir les luttes sociales de manière loyale. Voilà. C'est ça, en fait, votre lutte, c'est d'être un média indépendant, vous n'êtes pas soumis à une hiérarchie rédactionnelle. Par contre, vous avez le souci de la neutralité, vous voulez conserver le souci de la neutralité, non, plus ou moins? Plus ou moins, parce que être neutre, quand tu es journaliste, c'est pas possible. Tu vois, tu choisis de pointer un micro, tu choisis de donner plus la parole à certains qu'à d'autres. Donc forcément, on a un parti pris et plutôt marqué sur les mouvements sociaux dont on pense qu'ils sont intéressants. Là, les gilets jaunes, c'est les questions de justice fiscale, sociale, c'est travaillé par le municipalisme, par des choses qui politiquement sont, c'est vrai, marquées à gauche, mais ça peut être marqué par l'anarchisme aussi, parce que c'est une pensée anarchiste. Parmi les gilets jaunes, il y a aussi des gens qui votent Le Pen. Donc en fait, tout ça est hyper différent. Donc c'est pas qu'on est neutre, c'est qu'on ne prend pas parti. Et c'est un peu différent, moi je dirais. Pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. En tout cas, d'après ce que tu décris, vous avez le souci d'humaniser le média que peut être une radio. Tout à l'heure, quand tu décrivais la rédaction pour laquelle tu travaillais, quand tu les décrivais, quand ils disaient non mais c'est bon du syndicalo, on en a déjà fait, on sent le produit médiatique, quoi. C'est-à-dire que le syndicaliste pour ces rédactions-là, c'est juste un produit médiatique. Ils en oublient l'humain qui est derrière. Et c'est cet humanisme-là que vous voulez récupérer, vous, et donner la parole de manière plus humaine et ne pas considérer les personnes que vous interviewez comme des produits médiatiques, c'est ça? En fait, les gens ne sont pas des catégories. Les gens sont des gens. Donc, par définition, ils vivent des situations sensibles, sociales, politiques différentes. Tu trouveras toujours plus de différence entre deux syndicalistes qui se battent côte à côte dans le même combat qu'entre deux chapelles syndicales. Donc, en fait, à un moment donné, disqualifier les gens parce qu'ils appartiennent à certains groupes syndicaux, politiques, il faut faire la part des choses entre leur discours, qui est bien cadré parce qu'ils appartiennent à cette organisation, et les gens qu'ils sont. Et elles sont. Donc ça, c'est important pour nous. Pour ça qu'on fait beaucoup de portraits aussi. C'est dur, en fait. Est-ce qu'on souffre beaucoup de l'image que les gens ont des médias? Parce que nous, on triche pas. On se présente comme ce qu'on est, c'est-à-dire des journalistes. Donc quand tu dis que tu es journaliste, c'est journaliste. Et je comprends, parce que j'ai été cette journaliste-là. Mais maintenant, comme on a un positionnement différent, on est vachement plus prudent, on est beaucoup plus délicat avec les gens qu'on interviewe, parce qu'on leur laisse plus la parole aussi. Et parce qu'on montre les gens qu'ils sont derrière les catégories qu'ils représentent. Je dirais ça. C'est génial. Écoute, merci d'exister, merci pour l'interview. Et puis si un jour vous voulez m'interviewer avant la fin du week-end, écoute, avec grand plaisir. Sur Radio Parleur, sur notre page Facebook, notre Twitter et
seras le bienvenu. Attends, pardon, on va la refaire. Si tu veux nous contacter, d'ailleurs si vous voulez nous contacter, radioparleur.net, il y a la page Facebook de Radio Parleur, le compte Twitter, on a toute une équipe qui s'occupe de répondre, donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra. C'est ça, et à travers ça, ceux qui souhaitent s'exprimer, vous étudiez un peu la faisabilité et éventuellement vous le recontactez la personne pour une interview, une émission. Absolument, on prend toujours le temps de discuter et de savoir un peu ce que la personne a dans la tête, comment ça peut le faire, enfin ouais, on prend ce temps-là. C'est super, bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toute la rédaction, bravo pour votre action. Bon et maintenant on va aller boire des bières. Et maintenant c'est l'heure de la bière, ok. C'est l'heure de la bière. À bientôt. Salut, à bientôt. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Oui, alors c'est un stand où il y a à la fois des publications des Gilets jaunes locaux, de Nantes ou d'ailleurs, et puis où on vend des bouquins. Parmi ce bouquin, il y a mon camarade là qui a fait un bouquin sur le Rojava, et puis il y a ce bouquin sur les Gilets jaunes. Alors ça, c'est moi qui l'a pas écrit, parce qu'en fait j'ai coordonné en compilant les textes des textes des Gilets jaunes et écrits du 17 novembre au 19 décembre, c'est-à-dire les 5 premiers actes des Gilets jaunes. Et c'est des textes qui ont été écrits sur les ronds-points ou des textes de soutien comme le comité Adama ou des syndicalistes, etc. Mais pendant le premier mois de lutte des Gilets jaunes entre novembre et décembre. Et il y a une 50aine de pages de présentation du contexte, de comment le mouvement est né, d'une sorte de chronique des 5 premiers actes, de la composition sociale. Il y a une enquête qui a été faite par des sociologues de Bordeaux qui est citée parce que c'était la première enquête qui avait été faite sur qui étaient les Gilets jaunes, etc. Donc voilà, moi j'ai pas voulu faire un bouquin où j'interprète le mouvement. Il y a déjà des intellectuels qui ont fait beaucoup de blabla là-dessus. Moi j'ai voulu donner une trace pour la mémoire collective des Gilets jaunes avec leur propre texte, et puis deuxièmement que ça soit un outil d'intervention, parce que ça c'est des textes authentiques des Gilets jaunes, c'est pas des trucs inventés par un auteur, quoi, voilà. Ok, ben c'est super intéressant, je te remercie. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée de l'Assemblée des Assemblées? Alors moi j'avais déjà été à Commercy, à la première Assemblée des Assemblées. D'abord je trouve qu'il y a 3 fois plus de ronds-points représentés, donc c'est déjà un succès, que c'est même plus divers politiquement parce qu'on voit des gens, disons de toute sensibilité qui sont présents, que c'est même plus populaire. Et puis surtout maintenant des questions se posent, qui sont des questions que se pose le mouvement. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, l'année prochaine pour prendre notre destin en main dans les communes? C'est la question municipale, c'est la question de la convergence entre les différentes luttes sociales, c'est la question de comment on construit des maisons du peuple, etc. Je crois que ça reflète bien les 3 revendications, les 3 exigences du mouvement que moi j'ai essayé de comprendre dans mon bouquin. C'est-à-dire, la première, c'est le droit de vivre dignement. C'est toutes les revendications sur la hausse du SMIC, des pensions, etc., la retraite et tout ça, la CSG. La deuxième revendication, c'est la deuxième exigence, c'est le droit au respect contre toutes les humiliations subies par les Gilets jaunes, du fait des flics, mais aussi de Macron, et des insultes et tout ça. Et la troisième exigence, c'est le droit de décider. Le droit de décider, c'est à la fois le RIC, mais c'est aussi surtout les assemblées populaires locales, les assemblées citoyennes, la question du municipalisme libertaire et tout ça. Et c'est le fait que, finalement, on prend notre destin en main. Un peu comme les Algériens qui descendent dans la rue viennent de le faire, un peu comme le mouvement catalan le fait. C'est-à-dire que partout dans le monde aujourd'hui,
les gens veulent avoir le droit de décider, pas être manipulés par des sortes d'oligarchies qui en font qu'à leur tête et au service du fric et de leur fric et de leur petit pouvoir. Voilà ce qui, à mon avis, commence à émerger. Droit de décider, droit de vivre dignement, droit au respect. Et le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça la deuxième assemblée des assemblées. Je te remercie, c'est super intéressant ton témoignage. Est-ce que tu penses, pour l'instant, au vu de la première journée, est-ce que tu penses qu'on est dans une bonne voie pour structurer le mouvement, renforcer le mouvement par quelque chose de mieux organisé, de mieux coordonné entre les différentes assemblées qui sont plus ou moins représentées ici? Alors, je crois, je vais te répondre oui, parce qu'on peut se poser la question quand on voit un peu le bordel des réunions et tout ça, mais pourquoi je dis oui? Parce que d'abord, les gens font l'effort énorme de s'écouter. On a commencé par la présentation de chaque rond-point, et ça c'était très important, c'est-à-dire il faut d'abord se connaître avant de pouvoir s'organiser entre soi, et il y a eu un grand moment d'écoute là-dessus. Et puis, on a commencé à se poser des questions en ayant des fois des divergences dans la deuxième partie sur des questions qui étaient abordées, mais en essayant de chercher à chaque fois une synthèse pour la restituer demain. Donc ça, c'est en bonne voie. Après, comment on va réellement s'organiser? Est-ce qu'il y aura une charte à la fin de ça, une plateforme de revendication, un minimum d'organisation? Je ne peux pas te répondre parce que le mouvement, il est en train de se faire. Donc soit on réussit à surmonter nos égos, nos divergences, nos origines différentes, tu vois. Un Breton, il réagit pas comme un Corse, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs socio-culturels. Les femmes ont envie et ont raison de s'affirmer face aux mecs et tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent diviser les gens. Mais là, il y avait une volonté qu'on a sentie aujourd'hui de dire on est d'abord des gilets jaunes qui se battent depuis 4 mois. Et on a envie que ça continue, mais que cette fois-ci, on gagne des victoires et des résultats. Et pour cela, il faut produire à la fin. Faut pas revenir sur les ronds-points en n'ayant rien dans les mains, quoi. Voilà. Ok, dernière question, après je t'embête plus. Il y a des... Donc le principe, c'est qu'ici, c'est qu'il y a 2 mandataires et 2 observateurs représentatifs de leur assemblée citoyenne locale. Le problème, c'est que ce qu'on a pu constater, ils ont eu l'honnêteté de le dire, c'est qu'il existe sur certaines localités des assemblées qui au final sont pas forcément très représentées par ces mandataires et ces observateurs, parce que quand les gens ont voté pour eux, au final ils étaient qu'une petite dizaine à être réunis pour voter pour ces mandataires et ces observateurs. Et du coup, ça pose, c'est les questions qui ont été soulevées, ça pose le problème de la légitimité, de leur représentativité au sein de leurs propres assemblées locales. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment on peut petit à petit construire à partir de cette base, même si elle est petite pour l'instant? Moi, je pense que ce problème qui a toujours existé dans la question de la démocratie directe, je veux dire, même ce qu'on appelait les soviets, c'est-à-dire les conseils ouvriers russes, avaient les mêmes problèmes, la commune avait les mêmes problèmes, etc. etc. Et il y a toujours les gens ne s'organisent pas spontanément, démocratiquement comme ça, c'est toujours difficile. Dans mon rond-point, on était, enfin pas dans mon rond-point, dans mon assemblée dans le 20e arrondissement, on était une trentaine quand on a procédé. On s'est dit d'abord on ne veut pas s'engueuler, donc on va faire un vote par tirage au sort. Tu vois, et c'est pas mal parce que ça a permis de faire qu'il n'y a eu aucun conflit après le tirage au sort. Tu vois, ça c'est déjà une première réponse. Je ne dis pas qu'il faut jamais voter pour les uns ou pour les autres, etc. Mais ça enlève une partie des conflits internes. Ça enlève pas le problème de la représentativité, tu as raison. Mais si tu veux, j'ai pas de réponse définitive parce que je pense qu'en même temps, les gens qui sont ici,
sont vraiment concernés par la question de la démocratie, et ça j'en suis sûr. C'est-à-dire que s'ils ont voulu venir ici, ils pouvaient passer leur week-end franchement chez eux, avec leurs gosses et tout ça. Donc bon, si tu as envie de te faire chier pendant 3 jours en faisant 300 ou 600 km, c'est qu'il y a quelque chose qui te motive. Et ce qui te motive, c'est le fait de construire quelque chose. Alors que tu ne sois pas aussi représentatif de ton rond-point, etc., c'est peut-être vrai. Mais à la fin, ce qui sera entendu à l'extérieur, c'est ce qu'on aura décidé ensemble. Et parce que ça aura une répercussion. L'appel de Commercy, c'est pareil. Je ne sais pas quelle était la représentativité du premier appel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un mois et demi après, on est 3 fois plus nombreux. Et ça, c'est déjà une réponse que ça a été dans le bon sens. Là, on est 3 fois plus nombreux. Peut-être que ces ronds-points ne sont pas, enfin les délégués ne sont pas effectivement totalement représentatifs de tous les gilets jaunes. Mais c'est une partie. Moi, j'ai fait dans mon bouquin, toi, comment dire, dans les premiers mois, dans le premier mois, il y avait 2200 groupes Facebook. Ici, on n'est que 250 délégations. Donc, on a encore beaucoup de travail pour arriver à aller jusqu'à 2200 délégations. Ça résoudra, même si on était 2200 délégations, ça ne résoudrait pas le problème de la représentativité, parce qu'à la limite, la représentativité, c'est aussi tout le peuple qui nous soutient. C'est les 80% des Français qui ne vont pas dans les manifs, mais qui sont derrière nous quand même, toi, et parce qu'ils sont pour nos revendications. Donc voilà, toi, est-ce que les députés, est-ce que Macron, qui a été élu par 16% des Français, est représentatif, toi? Bon, lui, il le dit. Moi, je le conteste. Après, voilà, quoi, c'est... on va pas faire une thèse sur la démocratie, on est là pour s'organiser pour la lutte. Voilà ma réponse. Ok, et puis si je résume un petit peu ton propos, tu me dis si ça te convient. En gros, même si pour l'instant, ces mandataires et ces observateurs ne pèsent pas lourd en termes de représentativité, on pourrait appeler ça des initiatives, en tout cas, des initiatives qui sont un peu locomotives et qui pourraient petit à petit, par effet boule de neige, drainer de plus en plus de gens. Et comme ces mandataires sont amenés à être différents, par exemple, pour une même assemblée, sur une prochaine assemblée des assemblées nationales, ben, au final, peut-être que petit à petit, ces initiatives vont drainer de plus en plus de monde derrière et donc vont devenir de plus en plus légitimes et de plus en plus représentatives au final. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais j'ajouterais quelque chose, parce que je n'ai pas dit dans ma première réponse. C'est que, quel est l'autre système de représentativité? C'est le système des gens qui sont autoproclamés par les médias ou par leur groupe Facebook. Moi, j'ai rien contre ni Drouet, ni Maxime Nicole, ni Priscilla, ni Jérôme Rodriguez, mais ils sont d'abord représentatifs des clics qui ont été sur les Facebook, ou ils sont représentatifs parce que BFM et les autres médias les ont fait parler sur les plateaux. Moi, je ne les conteste pas. Je pense qu'ils ont leur part et ça serait bien même qu'ils soient ici. Voilà, donc on essaye d'expérimenter une forme d'organisation démocratique qui jusqu'ici n'a pas été le fait des ronds-points. Parce que quand les gens sont venus sur les ronds-points, ils sont venus par l'intermédiaire de groupes Facebook. Ils ne se connaissaient pas, même quand ils étaient des fois dans le même village. Ils se sont connus, ils ont fait des systèmes d'entraide entre eux. Mais quand ils ont reconstitué une sorte de famille, toi, locale, au niveau du rond-point. Mais ça ne veut pas dire que quand tu fais une sorte de famille, c'est une organisation démocratique. Une organisation démocratique, c'est un lieu où il y a une discussion, la confrontation de points de vue qui peuvent être même divergents, et puis ensuite un accord sur l'action. Et ça ne se quantifie pas en termes de nombre de personnes. Il peut y avoir une très grande action faite par 10 personnes et un immobilisme et un suivisme fait par 200 personnes. Donc voilà, ma réponse, c'est que la démocratie, l'émancipation, elle se construit en marchant. Elle se construit dans la lutte.
elle se construit à travers cette réunion des assemblées. Puis après, on fait le bilan. Et puis si on n'est pas satisfait, eh ben, on fera autre chose, on tentera autre chose. Voilà, il n'y a pas de recette miracle quand les gens ont commencé à faire les sans-culottes en 89, ils sont sortis dans la rue, ils ont pris la Bastille. Au début de la journée, les gens, ils ne savaient pas qu'ils allaient couper la tête des mecs à la fin et prendre la Bastille. Ils se sont mis dans un mouvement. Les Gilets jaunes, c'est pareil. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sans-culottes? Ils ont constitué des assemblées de sans-culottes, des sections révolutionnaires, et puis après, ils se sont posés d'autres problèmes. Est-ce qu'ils étaient représentatifs de tout le peuple? J'en sais rien du tout. Ils étaient d'abord représentatifs d'eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qu'on avait marre de crever la faim dans les villes. Et puis après, ils ont fait la jonction avec la grosse masse des paysans qui n'étaient pas sans culottes, mais qui, eux, brûlaient les seigneuries parce qu'ils en avaient marre d'être des serfs, des seigneurs. Voilà. Est-ce qu'ils ont, à ce moment-là, compté combien ils étaient? Absolument pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des millions de gens qui se sont mis en mouvement progressivement. Il y a eu aussi des bureaucrates qui sont devenus à leur tête, qui ont été des bourgeois, qui se sont fait élire à l'Assemblée nationale, etc., etc. Tout ça, c'est ça un mouvement révolutionnaire. C'est des choses très contradictoires où il y a des sentiments, des luttes entre les gens, des problèmes qui naissent tous les jours et qu'il faut résoudre tous les jours à chaque moment. Il n'y a jamais de recette préétablie pour dire voilà, c'est ça la démocratie. Le gars qui dit voilà la démocratie, Macron, il essaye de faire ça avec son grand débat et tout ça. On voit bien que c'est bidon. Ça n'existe pas. C'est pas parce qu'il va rassembler 500 maires d'un département que ça va changer quoi que ce soit aux besoins populaires des gens. C'est autrement que ça s'exprime. Si tu veux. On n'a pas compté. On sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mis sur les ronds-points. Mais s'ils avaient été 200 000 de moins ou 200 000 de plus, ça n'aurait rien changé. C'est que c'est un mouvement populaire qui s'est mis en marche et qui a décidé de prendre son destin en main. Point barre. C'est super, je te remercie, c'est intéressant. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es basé, toi, enfin où est-ce que tu es localisé, et puis quel est ton métier ou quel a été ton métier, je ne sais pas. Bon, ça c'était la question piège. Non, bon, je vais te répondre. Ça va pas te satisfaire. D'abord, je suis dans le 20e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement super populaire où il y a des bobos comme des ouvriers, enfin il y a tout le peuple. Mon métier, c'est vrai que j'ai fait de la politique toute la vie. J'ai été militant toute la vie et j'ai été pendant une vingtaine d'années, alors ça va encore moins te satisfaire, ne me jetez pas des pierres à Bordeaux. J'ai été assistant parlementaire d'un mec qui est assez connu sur Bordeaux et qui s'appelle Noël Mamère. Ok, mais je te remercie pour ta franchise, ton honnêteté. Et voilà, c'est intéressant justement. C'est une autre image des assistants parlementaires, comme quoi ils ne sont pas tous à l'image de ce qu'on pourrait se faire, de ce qu'on pourrait croire. Et puis aujourd'hui, un assistant parlementaire de Noël Mamère, il est gilet jaune, il est à l'Assemblée des Assemblées et il tient un discours révolutionnaire. Non, je trouve ça super intéressant et je te remercie vraiment pour ta franchise, quoi. Tu vois ? Je veux dire quelque chose, c'est que les assistants parlementaires, contrairement à ce qu'on croit, c'est des gens qui sont sous CDD, donc ils peuvent être vidés à n'importe quel moment. Moi, je trouve que j'ai pas été vidé, mais j'aurais pu l'être par Noël, qui s'est comporté correctement vis-à-vis de moi. Mais ils sont très peu payés en général. Ce sont des très jeunes qui sont très exploités, contrairement à ce qu'on croit. Et finalement, c'est un boulot où on demande beaucoup et où tu es toujours invisible. Tu vois, moi j'ai fait des bouquins, Noël a été correct parce que je l'ai co-signé avec lui, etc. Mais bon voilà, après ça dépend, ton député et tout ça. Mais au-delà de ça, moi ce que je conteste aujourd'hui, tu vois, dans la façon dont l'Assemblée et tout ça, c'est que on veut que les assistants ils fassent plus de politique, ils fassent que des amendements, des trucs comme ça. Moi j'ai toujours été un militant. Quand j'avais 14 ans et demi, j'ai occupé mon lycée. Après, dans les années 70,
j'ai été dans des trucs sur la question des immigrés. J'ai passé 3 ans de ma vie dans les foyers Sonacotra pour soutenir la grève des foyers. J'ai été dans les luttes pour les radios libres. Tu vois, les premières radios libres, je les ai créées, etc., etc. Et toute ma vie, je me suis battu. Il se trouve qu'il y a un mec qui m'a donné un job à un moment de ma vie où j'étais en plus dans la merde. Et voilà, j'ai continué avec lui, puis je savais faire ça, un peu de politique, quoi, parce que j'avais toujours fait ça, et ça s'est passé comme ça. Et je suis un assistant assez atypique, parce que justement, aujourd'hui, les mecs recrutent dans Sciences Po, etc. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai même pas eu mon bac, je vais te dire, tu vois. Mais par contre, je sais ce que ça veut dire d'organiser une action, une lutte, écrire un tract, écrire un discours, un machin comme ça. Et finalement, bon, l'autre, enfin, Noël plutôt, ça lui a été utile, ce qui m'a pas vidé, quoi. Voilà. Et moi, j'étais jamais à Bègle, hein, j'étais toujours basé à Paris, à l'Assemblée, donc je n'ai il n'y a rien à voir avec la gestion de Bègle. Mais alors du coup, il y a la der des questions qui me vient du coup, c'est que beaucoup de gilets jaunes craignent justement dans ces assemblées ou dans les structures organisationnelles du mouvement des Gilets jaunes, ils craignent des récupérations politiques, des récupérations de partis politiques notamment. Donc par rapport à ta présence ici et à ton action ici, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux Gilets jaunes par rapport aux craintes qu'ils ont là-dessus, quoi, et par rapport à ta présence? Eh ben, d'abord, ils ont raison. Je vais dire, ils ont raison, parce qu'effectivement, un des dangers qui régnait sur Commercy et qui règne sur cette truc, c'est qu'il y ait trop de militants politiques organisés. Moi, je suis plus vraiment un militant politique organisé. J'essaye d'organiser un courant plutôt qui s'appelle l'écologie sociale, quoi, tu vois, qui se réclame de Bookchin. Donc, j'ai pas d'organisation politique. Bon, je suis proche d'un certain nombre de copains et tout ça, mais bon, voilà. Mais ils ont raison de se méfier de la récupération. En même temps, ce que je dis, c'est que il y a un certain nombre de militants politiques qui sont ici, organisés. Bon. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus nier leur apport, parce qu'ils ont quand même de l'expérience. Et s'ils sont là, c'est relativement peu pour la récupération. Il y en a qui le sont peut-être, j'en sais rien moi, mais c'est plutôt parce qu'ils se sont engagés localement. Ils ont trouvé que le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement fort, et je ne vois pas pourquoi on leur jetterait la pierre avant de les avoir. Avant d'avoir vérifié ce qu'il faisait. Ce qui est important, finalement, c'est pas les paroles, c'est les actes. Si le mec, c'est un récupérateur, ça se voit assez rapidement. C'est-à-dire qu'il se fera jeter sur son rond-point. Et les mecs auront raison de le jeter. Ici, l'ambiance qu'il y a fait que c'est très difficile, y compris pour quelqu'un qui voudrait récupérer, de le faire. Parce que ça se verra assez facilement. Et puis, tu as des militants, je change à quelques copains de Commercy qui ont eu des responsabilités dans la lutte sur Bure et le centre de radioactif, le centre de déchets, et qui ont été élus même, tu vois. Bon, mais ils ont aidé aussi vachement les gens de Commercy à s'organiser. Et je pense qu'à Saint-Nazaire, c'est pareil. Si tu regardes bien, tu as des militants aussi. Bon, mais c'est ce mixage entre les gens qui sont à 80% non encartés et peut-être à 20% encartés qui est bien, parce que finalement les gens apprennent des uns et des autres. Et moi, j'ai appris énormément de gens qui pour la première fois venaient manifester, venaient militer, venaient recueillir les cahiers de doléances. Et de l'autre côté, je pense que je leur ai un peu appris de ma propre expérience, y compris en leur évitant un certain nombre de trucs qui auraient pu les mettre dans les mains de certains récupérateurs, tu vois. Et on a essayé aussi d'inventer des trucs, c'est-à-dire quand je disais tout à l'heure le tirage au sort, pour justement que les gens soient désignés ici, j'ai trouvé, quand on a proposé ça, que c'était vachement plus intéressant que si tu avais donné, ouais, on va se faire élire, etc. Là, tu aurais eu les militants qui savent parler, tu vois, qui auraient fait des beaux discours en disant, moi, je pense que c'est ça la stratégie, machin. Là, la main invisible du tirage au sort, ils ne pouvaient plus faire ça. Et donc, voilà, les gens étaient tirés au sort. Il n'y avait pas de niveau de compétence militante qui était là-dedans. Hein, voilà, le mec se présente, il veut y aller à Saint-Nazaire, il est tiré au sort, il y en a un qui est militant et l'autre qui n'est pas militante. C'est très bien, voilà. Il aurait pu avoir 2 non-militants, il aurait pu avoir 2 militants. Et j'ai trouvé que c'était super. Voilà.
C'est génial, ben, merci beaucoup. Et puis ben, repose-toi bien parce que demain matin, tôt, ça recommence à 9h. Donc on a intérêt à bien dormir pour être en forme. À bientôt, bonne soirée. Ciao. Salut Bordeaux.